Bienvenue sur votre chaîne préférée Capitaine Ephrem. Ici nous parlons entrepreneuriat, motivation, succès, persévérance, biographie et plus encore. Vous êtes nouveau et bien pour rester informé, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner. Avec Capitaine Ephrem, c'est une toute autre vision du monde. Le ciel n'est pas la limite. Radio Cara, la fidèle. Il faut calculer avant de dépenser. Il faut calculer avant de dépenser. Fidèles auditeurs de Radio Cara, bonjour. Vous êtes bel et bien dans l'émission Économie et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. On en parle régulièrement dans nos conversations de tous les jours, mais de façon concrète, c'est quoi l'entrepreneuriat? Qui peut entreprendre et comment le faire? Nous allons apprendre tout cela avec M. Ephrem Koutoumna. Il est le directeur de la société Agrobusiness AgriInnov et EcoHub, incubateur d'entreprises et conseil en stratégie. Monsieur Koutoumna, bonjour. Bonjour, monsieur Pamali. Je vous rappelle que monsieur Koutoumna est en duplex depuis Lomé. Les manipulations techniques sont assurées par Abosi Ferdinand, réalisation Nadège Miloga et au micro Émile Pamazé. Deux numéros sont à votre disposition pour vous permettre de participer à cette émission. Il s'agit du 26 75 60 et du 92 87 14 13. Vous avez également la possibilité de nous joindre à partir de notre plateforme WhatsApp. Je le disais tantôt, le thème de cette émission, c'est l'entrepreneuriat. Pour commencer, Monsieur Ephrem, que désigne-t-on par entrepreneuriat? Merci, monsieur Pamali. Et déjà, un très grand merci pour l'honneur qui nous a été fait de parler de l'entrepreneuriat en ce jour. L'entrepreneuriat désigne le fait de créer, développer et gérer une entreprise ou une activité économique en prenant des risques, et ce, avec pour objectif de générer de la valeur, de créer des emplois et parfois d'innover, donc créer du nouveau dans un domaine donné. C'est une démarche qui combine initiative, créativité et responsabilité. En parlant de responsabilité, cela suppose pour le porteur de projet d'entreprise d'avoir le courage, la détermination, l'endurance et la témérité. Car il faut le dire, le fait d'entreprendre n'est pas toujours aisé. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la définition du concept d'entrepreneuriat. Ce n'est pas toujours aisé d'entreprendre, on le sait, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle d'entreprise, on sait comment ça se passe. Il y en a qui naissent et 2 jours après, ça disparaît. Ça veut dire que c'est un domaine compliqué. Et monsieur Ephrem, oui. Il y a certainement plusieurs types d'entrepreneuriat, ou bien comment ça se passe? Oui, bien évidemment, il existe plusieurs types d'entrepreneuriat. Déjà, par rapport au premier point, comme on dit aujourd'hui, selon certaines statistiques, 80% des jeunes entreprises créées meurent avant les 3 années d'existence face aux complications et aux difficultés. Donc, revenons au type d'entrepreneuriat qui existe. Nous pouvons parler d'entrepreneuriat traditionnel, donc qui consiste à la création d'entreprises classiques comme une échoppe, le commerce, l'artisanat ou même les services de nettoyage, d'entretien de maison, les services de
d'alimentation générale, voilà un peu. Ensuite, nous pouvons parler d'entrepreneuriat innovant. L'entrepreneuriat innovant est basé sur l'innovation technologique ou sociale. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des jeunes entreprises, des startups du numérique ou des projets à impact environnemental. Donc, c'est des startups qui font appel à l'innovation technologique. Ils utilisent le numérique, les nouvelles technologies pour apporter des solutions parce que l'entrepreneuriat, avant tout, c'est identifier un problème et après apporter des solutions. Et quand le numérique vient appuyer comme outil à la recherche de ces solutions, on parle de l'entrepreneuriat innovant. Ensuite, nous pouvons parler de l'entrepreneuriat social. Ce dernier type d'entrepreneuriat est focalisé sur l'impact social ou environnemental plutôt que celui du profit immédiat. Je vous ai dit que cet entrepreneuriat social apporte un impact dans le milieu où le projet est exécuté et apporte des solutions sur l'aspect environnemental avant de de regarder la question du profit qui permet d'équilibrer les charges liées à l'activité. Donc, l'objectif de l'entrepreneuriat social initialement n'est pas de faire du profit, mais d'équilibrer les charges afin d'apporter principalement un impact social et environnemental sur la communauté dans laquelle intervient l'entrepreneuriat. Et enfin, nous pouvons parler de l'entrepreneuriat familial. L'entrepreneuriat familial, ce sont les entreprises gérées au sein d'une même famille. Aujourd'hui, il y a plein de multinationales qui ont été créées en famille, qui fonctionnent toujours à ce jour en famille. Donc, c'est une entreprise créée par le papa, gérée par la maman, et de génération en génération, les enfants continuent d'exploiter cette activité en famille. C'est ça. Donc, les ressources et les charges sont exploitées toutes en famille. C'est ça. Voilà un peu, je peux vous donner quelques exemples d'entreprises dans toute cette typologie par rapport à chaque type d'entreprise. Voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens. Voilà, ça veut dire qu'il y a plusieurs types, et donc vous venez de citer quelques types. Je voudrais savoir, au Togo, y a-t-il un texte qui encadre l'entrepreneuriat? Oui, il existe des textes. Il existe des textes. Le Togo dispose bel et bien des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la création d'entreprises et l'activité économique. Donc, on peut parler notamment, principalement, du Code des investissements. Le Code des investissements facilite la création d'entreprises et les mesures incitatives. C'est-à-dire, le Code des investissements décrit tous les aspects de facilitation pour créer une entreprise sur le territoire togolais. Et les mesures incitatives, je peux parler par exemple de la zone franche, où une entreprise exportatrice principalement de produits, donc créatrice de beaucoup d'emplois, qui rentre selon le code d'investissement dans la zone franche, a des incitations fiscales pendant un certain nombre d'années où elle est exonérée de taxes, mais elle a un objectif de créer beaucoup d'emplois et d'exporter la grande partie de sa production à l'extérieur pour essayer d'équilibrer la balance commerciale nationale. Et nous pouvons parler également des textes relatifs au registre du commerce et du crédit immobilier, donc le RCCM, qui définissent, ces textes définissent les obligations légales pour toute entreprise.
Et donc, quand vous voulez créer une entreprise, vous allez à la chambre du commerce ou bien à la chambre régionale des métiers ou bien les directions régionales de la chambre du commerce pour créer une entreprise. Vous allez choisir le nom de l'entreprise, des formalités administratives et on vous donne un numéro qui est le SCCM, donc le registre du commerce et du crédit immobilier, registre un numéro unique lié à votre entreprise qui contient tout ce qu'il y a comme numéro, le NIF, le numéro d'identification fiscale, toutes les informations relatives à votre entreprise. Et c'est un texte commun à la zone UEMOA, donc à l'OADA, l'Organisation pour la rémunération du droit des affaires. Voilà un peu ces textes ici qui visent principalement à sécuriser l'entrepreneur et surtout à encourager l'initiative privée. Voilà un peu ce que je peux dire en ce sens. Monsieur Ephraim, une curiosité. Si je veux créer une entreprise, combien de temps il me faut pour faire ces formalités-là? Ok. À ce jour, les choses ont très vite évolué. Dans les années passées, il fallait prendre 1 à 2 semaines pour avoir sa carte unique de créateur d'entreprise afin de demander la carte d'opérateur économique. Mais avec les initiatives diverses, avec l'appui des organisations internationales, notamment la Banque mondiale, à travers le Doing Business, le Togo a gagné beaucoup en innovation et en amélioration du climat des affaires. Donc, à ce jour, en 24 heures, vous avez votre entreprise. En 24 heures. C'est-à-dire que vous avez tous les documents nécessaires que vous déposez en matinée. Vous pouvez chercher votre carte unique de créateur d'entreprise à partir de 16 heures. 16 heures. Si vous êtes directement à Lomé. Mais si vous passez par une chambre régionale, il y a quand même le temps de vous envoyer le document. Mais vous pouvez le faire également en ligne et recevoir une copie de la carte CFE la même journée et la personne physique vous sera envoyée. Sinon, en 4 heures de temps, vous avez aujourd'hui votre entreprise créée, donc avec tous les documents nécessaires pour mener votre activité. En 24 heures, on peut donc créer une entreprise au Togo, ça, c'est des efforts à saluer. Affirmatif. En 24 heures, vous avez votre entreprise et vous vaquez maintenant aux activités de l'entreprise. Voilà. Que faut-il savoir avant de s'engager dans l'entrepreneuriat? Merci pour cette question parce qu'il faut vraiment s'informer avant de s'engager. On ne peut pas aller à l'aveuglette. Et donc, avant de se lancer dans un entrepreneuriat, donc avant d'entreprendre une initiative ou une activité à la résolution d'un problème dans son milieu, il est très essentiel de bien connaître, je dis, le marché et le secteur d'activité. Bien connaître le marché et le secteur d'activité. Je m'explique. Vous voulez, disons que vous êtes à Cara, et vous voulez initier l'achat-vente de peut-être, qu'est-ce que je veux dire là, l'achat des produits de première nécessité, non, l'achat de certains produits à Lomé pour venir vendre à Cara. C'est ça. Maintenant, il faudrait connaître le marché. Ça veut dire, est-ce que ce produit se consomme dans votre milieu là-bas? C'est ça. Et quel est à peu près le volume potentiel de clientèle?
quelle est la capacité d'absorption, de consommation de ce produit dans le milieu où vous allez le distribuer. Et ce qui suppose une étude de marché. Une étude de marché préalable. Voilà. Maintenant, et connaître le secteur d'activité. Si c'est dans le domaine de produits textiles, des pagnes ou de la friperie, il faut bien maîtriser les tenants et les aboutissants du secteur. Quels sont les risques afférents en termes de réglementation, en termes de fluctuation des prix, en termes de stratégie pour réduire les coûts. Voilà un peu, il faut maîtriser le secteur d'activité. Ensuite, il faut évaluer ses capacités financières. Il faut évaluer ses capacités financières. Je vais aller acheter 10 ballots de Abloni par mois ou bien par semaine pour venir revendre à des consommateurs, soit intermédiaires qui vont revendre aux consommateurs finaux, soit aux consommateurs finaux directement. Est-ce que je dispose de la capacité financière minimale pour assurer l'achat, le transport, la distribution et toutes les charges autour? Évaluer les capacités humaines. Combien de personnes vont m'accompagner dans l'entreprise? Est-ce que mes ressources financières permettront de couvrir toutes les charges? Et les capacités techniques. S'il s'agit d'un produit, c'est une machine, par exemple, pour faire du pure water, ou bien pour faire des gaz. Est-ce que cette machine pour faire du pure water, est-ce que techniquement, dans mon équipe, j'ai quelqu'un ou bien j'ai un partenaire capable d'assurer la maintenance technique, d'apporter la technicité et la connaissance sur le fonctionnement de ces machines. Donc, ces capacités techniques sont nécessaires à évaluer avant tout de se lancer. Il faut également comprendre les réglementations locales. Les réglementations locales supposent que dans toute communauté, dans toute localité, toute commune, nous avons des réglementations. Qui permettent d'autoriser ou d'interdire tel ou tel type d'activité. Nous devons savoir qu'en tant qu'entrepreneur, nous devons payer certaines taxes. Nous devons payer certaines taxes. Ah oui. Oui, pour certains produits, nous avons besoin de payer une licence pour faire usage de ce service ou de ce produit pour commercialiser. Ensuite, les formalités administratives. La déclaration de l'entreprise mensuellement en termes de comptabilité, de vente au service des impôts. Et la question de tout ce qui est administratif doit être connue. Donc, ce qui suppose de se former et de s'informer sur tous ces aspects concernant votre activité, votre statut d'entrepreneur et votre marché. Donc, il faut être prêt également avant de se lancer, à prendre des risques et surtout apprendre de ses erreurs. C'est très important parce que il n'y a pas d'entreprise sans difficulté, sans prise de risque, sans complications. Mais il faut savoir apprendre de ses erreurs, capitaliser pour ne plus les répéter. Si aujourd'hui, vous, par exemple, vous évaluez mal vos capacités financières et qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec un manque de trésorerie pour fonctionner. Mais malgré tout, vous arrivez à vous relever. Je suis sûr que vous allez désormais bien évaluer vos capacités financières avec des marges de manœuvre pour éviter de répéter ces erreurs. Voilà un peu un certain nombre de points importants à savoir avant de s'engager dans l'entrepreneuriat. Voilà, ça veut dire qu'on ne s'engage pas dans l'entrepreneuriat sur coup de tête. Absolument pas. Absolument pas. Il faut une démarche assez réfléchie et on sait ce à quoi il faut s'attendre et on avance. Voilà, ça dit qu'on sait où on va et alors on s'engage. Monsieur Ephrem, qui peut créer une entreprise? Créer une entreprise, toute personne majeure.
toute personne majeure, qui a l'âge de votre... elle est majeure, donc peut se prendre en charge. Donc, qui est capable juridiquement de créer une entreprise. Donc, elle a l'âge, l'âge majeur. Sur le plan juridique, peut aller faire la démarche d'entreprise et créer. Cela inclut tous les particuliers, donc, comme vous et moi, voilà, une personne physique. Donc, les groupements de femmes, d'hommes, pour produire le karité, transformer le karité, faire le gari, faire la farine, le foufou, et voilà. Les coopératives, les sociétés coopératives réunies, donc les personnes physiques réunies en groupement ou en coopérative pour créer, peut se faire immatriculer leur coopérative. Et même les jeunes, à partir de certaines conditions légales. Un jeune peut ne pas avoir l'âge majeur, mais hériter certainement de l'entreprise de son papa ou de sa maman, mais il n'a pas l'âge requis. Donc, à partir de certaines conditions légales, donc juridiquement, on peut lui permettre de créer l'entreprise avec des garde-fous pour lui permettre de faire le vivre de l'entreprise. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir une idée claire face à un problème qu'on solutionne, un projet solide, c'est-à-dire que vous êtes sûr de la rentabilité de l'activité, solide qui va rapporter, qui a un marché bien déterminé, bien cartographié, et qui est solide, et bien sûr la volonté de le concrétiser. Voilà un peu le profil type de la personne qui peut créer une entreprise. Voilà, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent participer à cette émission en composant le 26 75 60 ou le 92 87 14 13. Vous pouvez également nous joindre à partir de notre plateforme WhatsApp. Monsieur Koutoumna, certains disent qu'il y a quelquefois des pièges dans l'entrepreneuriat. Vous, qu'en dites-vous? C'est vrai. Même je dirais beaucoup le disent. Mais est-ce qu'on dirait piège? Piège, c'est comme si c'est fait intentionnellement. Donc, je parlerai plutôt de risque. Voilà, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui le crée. Oui. C'est pas quelqu'un qui crée ça pour vous, donc ce n'est pas un piège. Ça peut être créé, ça fait partie, ça peut être créé par quelqu'un, parce que nous sommes dans un monde d'une jungle où la concurrence peut créer des pièges. Ça fait partie des risques auxquels il faut s'attendre. Donc, c'est vrai, l'entrepreneuriat comporte des risques. Mais il y a des risques à plusieurs niveaux. Des risques internes, et qui nous pouvons maîtriser, que nous pouvons mitiger en interne, à notre niveau, et des risques externes, et des risques indépendamment de notre volonté, pas toujours venant de nous, pas toujours venant de notre environnement immédiat, mais externes, comme je le dis, ça peut être la confiance, ça peut être des personnes de mauvaise foi, ça peut être des ennemis, ça viendra de partout, des flèches, comme on dit. Donc, déjà, comme risque, j'en ai parlé tantôt un peu quand on parlait de comment on appelle ça? De ce qu'il faut savoir. Oui. Les capacités financières. Donc. C'est ça. La mauvaise gestion financière, c'est un risque très élevé en entreprise. C'est pourquoi il faut toujours documenter tout ce qui se passe dans l'entreprise en termes d'entrée, sortie, les prévisions et tout ça. Parce qu'une mauvaise gestion financière va vous entraîner l'entreprise dans une situation critique où vous pouvez être en plein fonctionnement,
vous faites des dépenses sans évaluer les risques. Parce que entre plusieurs activités dans l'entreprise, il faut prioriser ce qui va permettre de gérer des situations en entreprise, permettre de faciliter l'entrée de l'argent, de permettre de payer les fournisseurs. Donc il faut prioriser. Par exemple, si vous avez un fournisseur qui vous livre du manioc et que vous avez 2 semaines calendaire pour payer, au même moment, il y a aussi une nécessité de payer la société, peut-être une agence que vous avez sollicité pour le nettoyage et l'entretien des locaux de façon hebdomadaire. Il faut faire le choix. Est-ce qu'il faut payer d'urgence celui qui vous livre la matière première pour produire, ou bien il faut payer l'agent de sécurité, ou bien il faut payer ça, plutôt que de négocier un délai qui permette de travailler, de faire tourner l'entreprise. Si l'entreprise fait recours à l'énergie électrique, et que sans le courant, vous ne pouvez pas fonctionner, est-ce que vous allez prioriser le paiement du courant à temps pour ne pas en manquer, que d'aller gérer certaines tâches, mais certaines activités moins urgentes, moins apporteuses de valeur dans l'entreprise. Donc, la question de gestion financière est très importante. Il faut prioriser Monsieur Ephraim, voilà. Monsieur Ephraim, oui. On va prendre un cas pratique. Par exemple, vous avez parlé de quelqu'un qui doit vous livrer du matériel et les salaires. Et cas pratique, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il privilégier? Oui, parce que c'est un cas assez délicat. La livraison de matières premières ou bien de machines ou bien d'équipements est très importante, mais les salaires également. Parce que comme on le dit, les salaires constituent les ressources humaines constituent la première ressource d'une entreprise. Oui. Sans ressources humaines, vous pouvez avoir toute la matière première, toutes les machines. Si elles ne tournent pas, vous n'aurez pas de créer de la valeur et faire entrer des flux financiers dans l'entreprise pour assurer la continuité de l'entreprise. C'est ça. Mais tout est négociable. Vous allez avoir une urgence de recevoir la matière première et de payer dans 2 semaines. Vous avez l'urgence dans moins de 10 jours de payer les salaires. C'est ça. C'est de voir, par exemple, pour ce cas pratique, de renégocier avec le fournisseur une prorogation du délai de paiement. C'est ça. Vu la vitesse à laquelle le produit sort et l'argent rentre dans l'entreprise, vous pouvez évaluer à peu près dans quel délai maximum vous pouvez pouvoir réunir l'argent nécessaire pour payer le fournisseur. C'est ça. Pour négocier avec lui un délai un peu plus long, pour vous permettre également de réunir assez de ressources pour assurer les salaires des employés. Voilà. Mais également, aujourd'hui, déjà quand vous avez en entreprise du personnel, c'est avant tout, il faut les mettre en confiance. Et comme quoi en entreprise, on constitue une famille. Voilà. Donc, à l'écoute de tout le monde. Ce qui fait que lorsque il y a un point critique qui fait que vous ne pouvez pas payer avant 5 jours, avant 10 jours, convoquer le personnel, expliquer la difficulté qui se passe. Et je suis sûr que dans un esprit de convivialité et de famille, ils vous comprendront. C'est ça. Et progressivement, les choses pourront aller tranquillement et que les activités vont évoluer de plus en plus et permettront de pouvoir maintenant régler tout cet aspect de difficulté lié à ces cas qui arrivent. Voilà. Vous parliez des risques en externe. Quels sont les éventuels risques? Ok. En externe, on peut parler
et d'abord d'un manque de connaissance du marché. C'est ça. Ou même de la concurrence. Vous voulez vendre du gari, ou bien même, je reviens au pagne que nous vendons dans banque. Si vous ne connaissez pas le marché, le volume du marché, peut-être que nous on évalue le marché global de consommation du pagne dans la Cara annuellement à peut-être 50 millions de francs CFA. Mais vous, dans vos prévisions, vous évaluez le marché à 115 à 100 millions, ce qui fait que vous dépensez beaucoup plus pour un marché assez étroit. Voilà. Il y a une mauvaise connaissance du marché. C'est un risque. C'est un risque. Et il y a aussi, à côté de vous, d'autres opérateurs économiques qui font la même activité, la concurrence. Vous devez savoir et connaître la concurrence. Les concurrents aussi et gratter une partie du marché. Sur les 50 millions, peut-être que vous êtes peut-être à 10-15%, mais d'autres sont à 20%, 30%. Parce que si j'étais là avant vous, il faut pouvoir les connaître, leur volume de vente et leur part de marché. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez faire de mauvaises prévisions, de mauvaises évaluations, et ça va vous interner. Si vous avez pris une somme d'argent à la banque, cet argent va être utilisé, mal utilisé plutôt, et c'est un problème avec la banque. Il y a également les formalités légales ignorées. Les formalités illégales, par exemple, la question de déclaration avant le 15 du chiffre d'affaires au service des impôts, donc à l'OTR, et qui fait qu'on vous pénalise. On vous pénalise d'un montant à payer à OTR pour avoir manqué cela. Comme pénalité de retard. Oui, voilà, les pénalités de retard. Ou alors, si par exemple il s'agit de faire du gari ou bien transformer un produit qui apporte des déchets toxiques dans votre environnement, il faut quand même un plan de sauvegarde environnementale pour éviter que, par exemple, une porcherie qui dégage des odeurs, c'est qu'on ne le fait pas en milieu urbain, on le fait en milieu périurbain ou rural, à cause des déchets et des dégagements qui vont entraîner des maladies dans le milieu. Il faut, par exemple, consulter la direction de l'élevage pour le plan de sauvegarde environnementale et les impacts environnementaux, pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cela, pour éviter d'être amendé ou bien d'être pénalisé dans votre activité. Voilà. Donc, ces pièges ou risques énumérés peuvent néanmoins être évités, bien sûr, peuvent être évités avec la préparation. Donc, tout ce qu'on a cité, il faut se préparer à ça. La formation, il faut se former. La formation est un élément important et permanent pour un entrepreneur. On ne finit jamais d'apprendre quand on est entrepreneur. On apprend toujours. Les choses évoluent chaque jour, ça bouge, chaque instant les choses changent. Donc il faut de la formation. Il faut se recycler régulièrement. Il faut se recycler régulièrement. Il faut aller à l'information aussi. L'information est très importante pour l'entrepreneur. Il faut faire de la veille informationnelle et l'accompagnement. L'entrepreneuriat est un apprentissage continu. Il faut un accompagnement. Vous pouvez avoir un cabinet de conseil, comme nous le faisons pour certains entrepreneurs en stratégie, qui vous accompagne sur certains aspects de formation, qui vous accompagne sur certains aspects liés au fonctionnement de votre comptabilité, de vos finances, de votre plan opérationnel annuel, pour voir comment convertir un plan opérationnel en plan marketing, quelles sont les activités en fonction de la période de l'année et du produit que vous vendez. Est-ce qu'il faut participer à telle foire,
Est-ce qu'il faut participer tel? Est-ce qu'à partir de cette période, période de carême, période de Noël, fête de fin d'année, quelles sont les actions commerciales et forces de vente, le marketing qu'il faut faire? Donc, pour faire accompagner, pour vraiment éviter les risques. Il y a également des ateliers, des masterclass, souvent gratuits, qui s'organisent. Il faut être à l'écoute de l'information. Souvent, c'est gratuit, organisé par des projets, par l'État, par des institutions d'État, pour amener beaucoup d'informations à l'entrepreneur pour qu'il puisse éviter tous ces risques, les mitiger, donc les minimiser pour pouvoir avancer. Voilà un peu ce que je peux dire en ce sens. Voilà, on va rester sur les risques ou bien les difficultés. Et je crois que dans la création d'une entreprise ou d'une société, il y a le choix du régime juridique. Est-ce que ça aussi, ça ne constitue pas un risque? Disons... Je veux dire, je vais m'expliquer. Je vais dire, est-ce que si vous faites un mauvais choix de régime juridique pour votre entreprise, est-ce que ça ne peut pas vous pénaliser par la suite? Évidemment, ça peut vous pénaliser. Supposons que vous êtes une TPME. Aujourd'hui, une TPME peut avoir le statut juridique d'entreprise individuelle que nous appelons de façon vulgaire établissement. Nous pouvons créer une société, donc une société à responsabilité limitée, unipersonnelle ou à pluripersonnelle, donc un seul actionnaire ou plusieurs actionnaires. Le risque encouru, c'est qu'une entreprise individuelle... Monsieur Ephraim, oui. Je vais vous interrompre un instant, on va prendre un auditeur. D'accord. Allô, auditeur. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Pamazé. Monsieur Ephraim, est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre poste récepteur là-bas, le temps de prendre l'auditeur? Ok. Bon, en fait, je n'écoute pas le poste récepteur du point. Alors, ça doit être l'auditeur qui nous appelle. Diminuez le volume de votre poste récepteur parce qu'il y a l'écho. Allô? Allô, monsieur? Oui, c'est Papa Togolais. C'est Papa Togolais. Oui. Comment vous allez? Je vais bien. Voilà, votre question. Bon, je remercie beaucoup l'invité. Et j'ai bien compris. L'invité a dit un entrepreneur doit être, il doit être apprendre, c'est-à-dire il doit suivre les cours. Il doit se recycler régulièrement. Oui. Bon, je voudrais savoir, il doit suivre ça avec qui? D'accord. Comment doit-il se recycler? Comment s'informer davantage? Oui, comment il doit être formé dans ça? Parce D'accord. que si je vois, il y a des hommes qui ont peu d'argent, ils se lancent dans les idées comme ça, au même moment, ils ouvrent des entreprises juste pour aider les jeunes. Et bon, à un moment donné, tu vois qu'ils rentrent dans les faillites. On ne sait pas si c'est ça, comme ils ne suivent même pas, c'est ça qui les souvient comment. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Voilà. Monsieur Ephraim? Oui. Voilà. Notre auditeur, Papa Togolais, voudrait savoir, vous avez parlé de recyclage, de se recycler permanemment. Et il voudrait savoir comment se former et comment se recycler. Un entrepreneur, par exemple, comment se former régulièrement. D'accord. Où et Merci beaucoup comment? pour la question. Se recycler régulièrement suppose beaucoup de canaux. Aujourd'hui, il existe déjà au niveau de certaines agences de l'État, notamment l'ANPGF, le FAEJ et beaucoup d'autres institutions, qui organisent régulièrement des formations hebdomadaires sur diverses thématiques liées à l'entrepreneuriat, que ce soit l'établissement des états financiers, la stratégie commerciale, la comptabilité d'une entreprise et tout ça. C'est organisé régulièrement. Il y a aussi des cabinets privés qui
forcément, et qui organise des masterclass de formation en ligne ou en présentiel, moyennant certaines petites conditions, sur des thématiques qui sont d'actualité en entreprise. Les choses évoluent beaucoup. Il en est de même sur les innovations, par exemple, liées au monde fiscal ou OTL organise très souvent ou publie des articles sur les innovations en matière de fiscalité. Et cela se recycler, se former régulièrement, suppose s'informer. Et c'est de là que je parle de s'informer, de faire de la veille. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Où aujourd'hui l'information est à profusion. Les réseaux sociaux, il y a des groupes thématiques sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le commerce, sur plusieurs thèmes, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de vos départements en entreprise, en fonction de vos points d'intérêt, vous allez trouver des plateformes au hasard web sur Internet qui chaque fois mettent à jour tout ce qui est innovation, nouveauté dans diverses thématiques, dans divers secteurs. Donc, s'informer pour se former. Voilà, ça veut dire qu'on peut carrément aller à l'école ou alors rester juste vigilant et s'informer par rapport à votre secteur. Tout à fait. C'est ça la veille informationnelle. Et aujourd'hui, il y a les médias quand même traditionnels, radio, télévision, aujourd'hui sont en l'ère du numérique et tout est interconnecté. Donc les informations à travers des émissions de ce genre permettent de savoir qu'aujourd'hui, pour mener telle activité, la rentabilité par exemple, quel est entre l'élevage de poules pondeuses et de poulets de chair, entre la pisciculture et l'élevage de poulets pondeuses ou de chair, lequel est rentable, lequel nécessite beaucoup d'argent, lequel rapporte plus. C'est ça. Et quelles sont leurs conditions? C'est des informations que vous avez déjà qui vous permettent d'aller maintenant creuser en plus avec les recherches sur Internet pour voir quels sont dans l'activité les points d'attention à utiliser pour réduire les coûts afin de mieux rentabiliser l'activité. Voilà. Est-ce que, par exemple, en faisant l'agriculture, l'élevage de poules pondeuses ou de chair, est-ce que acheter l'aliment déjà fait en boutique et préparer l'aliment, est-ce que préparer l'aliment ne nous rapporte pas moins de charges, ça revient moins cher par rapport à l'achat direct? Voilà un secret, par exemple, pour réduire les charges. Et ça, avec Internet, vous pouvez le savoir. Il suffit de taper. Et aujourd'hui, nous avons les outils liés à l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, donc pour l'intelligence générative, qui vous permettent de répondre à toutes les questions de ce monde. Ça veut dire que vous donne des pistes de solutions. Ça veut dire que les solutions sont là, c'est juste à nous d'aller les chercher. Évidemment. Et comme on le dit souvent de façon, comment on lui dit que pour faire rien, on dit vous voulez cacher de l'argent à un Africain, vous n'avez pas besoin d'aller mettre ça dans une caisse, mettez-le juste dans un livre. Parce que, comme pour dire, l'Africain ne lit pas. L'information est le pouvoir. C'est le quatrième pouvoir, l'information. C'est lui qui nous amène à découvrir tout ce qu'il y a comme innovation dans ce monde. Voilà, il faut toujours aller à l'information. Monsieur Ephrem, avant l'intervention de Papa Togolais, on parlait du choix du régime juridique qui est également important. Voilà. Nous parlons du régime juridique. Le régime juridique sont définis en fonction de plusieurs critères, notamment le volume de chiffre d'affaires. Le volume de chiffre d'affaires,
la rentabilité de l'activité, et le capital déclaré de l'entreprise. Monsieur Ephraim, je crois qu'on va revenir. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne choisit pas le régime juridique au hasard. On va y revenir le temps de prendre un auditeur. Allô, auditeur? Oui, alors bonjour. Bonjour, monsieur. À qui j'ai l'honneur? Rodolphe. Rodolphe nous appelle d'où? Il appelle de Lomé. Quel quartier de Lomé? État-major. État-major. Vous êtes dans l'émission. Je voudrais savoir si une personne comme ça peut se mettre en se disant que l'argent ne peut créer une entreprise ou bien comment. Vous voulez savoir si n'importe qui peut créer une entreprise pourvu qu'il ait les moyens? Oui. D'accord. Autre inquiétude? Ah non, c'est bon, c'est ça. D'accord, gardez l'écoute. Ok, merci beaucoup. Monsieur Ephraim? Oui. Voilà, notre auditeur, monsieur Rodolphe, qui est avec vous à Lomé là-bas, voudrait savoir si tout le monde peut créer une entreprise. Est-ce qu'il suffit d'avoir les moyens, on peut créer une entreprise? Comme je le disais tantôt, toute personne majeure est capable juridiquement de créer son entreprise, que ce soit particulier, groupement, coopérative, plusieurs personnes réunies pour les jeunes, et plusieurs personnes réunies, et même les jeunes, pas majeurs, pas de certaines conditions légales. Le plus important, c'est d'avoir une idée claire, c'est-à-dire qui résout un problème spécifique, qui apporte une solution ou une innovation qui apporte une solution à un problème que vous avez vraiment identifié, clairement identifié, et qui constitue un problème à régler. Une fois que vous le réglez, vous avez créé, apporté de la valeur à travers cette solution. Donc c'est un projet qui doit être solide, que vous maîtrisez tous ces aspects. Et enfin, la volonté de le construire. Le premier élément, c'est la volonté, identifier le problème, d'avoir donc une solution, une idée claire, une solution claire. Donc vous montez un projet solide en état majeur. Voilà un peu. Voilà. Donc, il ne suffit pas d'avoir de l'argent, mais il faut s'informer avant de s'engager. Parlons de s'informer avant de s'engager. Nous parlions tantôt du régime juridique qu'il faut choisir en tenant compte de certains critères. Il y a aussi le fait que pour la publicité, par exemple, le nom de l'entreprise que vous voulez écrire sur une plaque ou bien sur le mur de votre bâtiment, il semble que tout cela, il y a des taxes à payer. Et donc, ça dépend aussi de certains critères pour ne pas payer beaucoup. Est-ce que tous les entrepreneurs le savent, M. Ephraim? Pas tous les entrepreneurs. C'est pas tous les entrepreneurs, même si l'information est disponible. Déjà, fixer une plaque est une indication publicitaire pour indiquer que l'entreprise est ici ou bien pour indiquer que l'entreprise se situe exactement à cet endroit. C'est ça. Donc oui, ces taxes sont généralement liées à plusieurs paramètres, notamment la taille de l'entreprise, son secteur d'activité et même son chiffre d'affaires. Pour les plaques publiques fixées, généralement c'est géré par les mairies. C'est ça. C'est des taxes liées à la mairie. Pour les taxes, les affiches publicitaires et tout ça, c'est lié à la mairie. Donc, en fonction du secteur d'activité, il y a des professions spécifiques, des professions libérales comme les médecins, les ophtalmologues, les avocats, les huissiers, qui ne doivent pas faire de la publicité de leur service. C'est ça. Et du coup, ils ont que une petite enseigne qui indique avocat, et voilà. Ils n'ont pas droit de faire de la publicité. Ça, c'est vraiment des cas réglementaires assez contrôlés. Donc, la taille de l'entreprise, c'est une TPME, donc une entreprise individuelle ou bien une SARL qui a annuellement moins de 30 millions de chiffre d'affaires
et avec 3 employés, 4 employés, ne paiera pas les mêmes taxes. C'est ça. Il y a le secteur d'activité. Si c'est un secteur assez réglementé comme le secteur lié au bassin alcoolisé ou bien à la consommation de stupéfiants ou bien de cigarettes, ce n'est pas les mêmes taxes, mais la même réglementation. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Oui, tous les entrepreneurs ne connaissent pas vraiment ces détails. Voilà, ça veut dire qu'il il faut de se renseigner auprès des administrations compétentes pour éviter des sanctions et rester en règle. Voilà. Monsieur Ephrem, le gouvernement a pris des dispositions pour accompagner l'entrepreneuriat au Togo. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques dispositions? Oui, évidemment, oui. Le gouvernement togolais propose plusieurs incitations, donc des dispositions pratiques. Il y a des incitations fiscales et financières pour les nouvelles entreprises. Quand vous créez votre entreprise aujourd'hui, normalement, vous ne payez pas, il y a certaines taxes que vous ne payez pas sur la toute première année. Donc, vous êtes exonéré de certaines taxes, pas toutes les taxes. Donc, c'est des incitations fiscales pour amener les jeunes entrepreneurs à démarrer dans de bonnes conditions. C'est ça. Et il y a également la création des centres de soutien PME et start-up, donc notamment les incubateurs. Je crois qu'il y a un incubateur à Kara au niveau du centre des jeunes, créé, mis en place par l'État. Il y en a dans chaque région. Il y a également des incubateurs d'entreprises comme notre structure EcoHub ou située à Lomé et à Kara, où nous accompagnons les entreprises, nous les soutenons dans leur développement commercial et stratégique. Il y a également des cabinets conseils qui font des formations en appui au soutien aux PME et start-up. Il y a aussi l'accès à des fonds de financement et microcrédit, notamment pour les jeunes et les femmes. Je veux parler du FAEJ, du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, mis en place par l'État togolais, le gouvernement togolais. Et il y a la MPGF, l'Agence nationale de promotion de garantie des PME et PMI, qui soutient les entreprises. Il y a le FNSI, le Fonds national de la finance inclusive, qui accorde des microcrédits au mouvement de femmes pour faire des activités génératrices de revenus. Donc, il y a plein de fonds de soutien qui existent et des programmes de formation et d'accompagnement à travers les centres de soutien au PME, des incubateurs, des formations qui viennent régulièrement également, des programmes d'État, des programmes des organisations partenaires de l'État, notamment la GIZ, à travers leur programme d'accompagnement des PMI pour cela. Voilà, un peu de façon ramassée tout ce que l'État togolais apporte comme voilà, ça veut dire que l'État est conscient de la nécessité pour les citoyens d'entreprendre et donc il y a un accompagnement. Mais comment procéder? Que faire pour réussir lorsqu'on entreprend? Un conseil à ceux qui veulent entreprendre. D'accord, comme nous dit, l'État incite beaucoup les jeunes entrepreneurs parce que le marché du travail est saturé, l'administration publique ne peut pas tout absorber et l'entrepreneuriat est la solution. Donc, pour réussir, lorsqu'on entreprend, d'abord c'est d'identifier un besoin réel. Allez-y. Voilà, identifier un besoin réel. Donc, un besoin réel suppose un problème qu'on a remarqué, réel sur le marché. Et la solution a été apportée, donc le besoin réel sur le marché. Ensuite, élaborer un plan d'affaires solide. Un plan d'affaires solide, c'est une évaluation des besoins de l'entreprise. Donc, un plan d'affaires solide, se former et se faire accompagner. Donc, à travers des incubateurs, des mentors, des institutions, comme je l'ai dit tantôt. Gérer rigoureusement les finances et les opérations. Très important.
j'ai cité des exemples plus hauts, et être persévérant, adaptable, rigoureux, courageux et apprendre de ses erreurs et innover à chaque fois. Voilà ces 5 points de façon ramassée qui peuvent permettre de s'assurer au moins pour mieux réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et Monsieur Ephraim, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quelques 10 secondes pour conclure. Ok. Pour conclure, je dirais, l'entrepreneuriat, c'est un formidable levier de développement personnel, d'abord pour soi-même, économique et social. Avec préparation, accompagnement et persévérance, tout entrepreneur peut transformer une idée en succès durable et contribuer au développement du Togo, bien au-delà, à l'international. Voilà ce que je peux dire pour résumer tout ce qu'on a abordé. Bon, le temps ne nous permet pas, j'avais voulu présenter quelques exemples. Vraiment, je crois qu'on va y revenir très prochainement. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de cette émission. L'entrepreneuriat peut se présenter aujourd'hui comme une option, une issue pour les jeunes, car de plus en plus, il devient difficile à l'État d'embaucher tous les jeunes qui sortent des différentes écoles. Il est alors important de savoir bien des choses avant d'entreprendre. Cela nous évitera des surprises, notamment la fermeture des entreprises juste après leur création. Nous espérons que M. Ephraim Koutoumna nous a suffisamment édifiés. Je vous rappelle qu'il est le directeur de la société AgriInnov spécialisée dans l'agrobusiness et de EcoHub, un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise et incubateur. Merci donc à vous, M. Koutoumna. Merci également à tous ceux qui ont pu participer à cette émission ou ceux qui sont restés à l'écoute. Abosi Ferdinand a assuré la manipulation technique, Nadège Miloga à la réalisation. L'émission est animée par Émile Pamazi qui vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. Radio Cara. Avec Capitaine Ephraim, c'est une toute autre vision du monde. Le ciel n'est pas la limite.